Bonjour tout le monde. Déjà, je voudrais remercier Audrey pour cette superbe keynote, hein, pleine d'inspiration, très énergisante. Alors moi, je vais vous parler de YAML à la place. Donc en termes d'inspiration, je suis désolé, on va pas être au même niveau. On va parler container, on va parler code. On va parler de qu'est-ce que c'est que de développer dans un monde de containers, en particulier dans un monde avec Kubernetes, sachant que d'après moi, on en est à peu près là. D'accord? Les outils de développement dans le monde Kubernetes, c'est à peu près ça. C'est finalement assez jeune, hein. Finalement, les outils sont assez, il y en a des milliers. Ils sont assez peu terminés. Ils essayent soit de tout résoudre, soit de résoudre un problème microscopique. Donc c'est assez compliqué. Alors je vais essayer d'apporter ma petite brique dans l'édifice en vous présentant d'autres outils. Comme il y en a des milliers, je vais vous en montrer encore d'autres, hein, parce qu'il n'y en a jamais assez. Mais j'espère que ces outils, vous allez voir qu'ils servent à résoudre des problèmes bien particuliers qui devraient vous aider dans votre quotidien. Donc avant ça, j'aimerais connaître un petit peu dans la salle qui travaille avec Kubernetes, hein. Un petit peu quand même, ou avec Docker en général, hein. D'accord, ok. Donc ce talk, il est plutôt destiné à ceux qui travaillent avec Kubernetes, mais globalement, à partir du moment où vous travaillez avec des conteneurs, eh bien, vous allez retrouver les mêmes soucis et éventuellement les mêmes solutions. Pour vous montrer un des problèmes qu'on rencontre régulièrement, je vous ai fait juste un tout petit exemple de code. Là, ici, c'est du Go, hein. L'idée, c'est que c'est un petit bout de programme qui va écrire Hello World toutes les secondes. Donc, on ne peut pas faire plus simple que ça. Et vous allez voir que déjà, on a quelques petits problèmes avec ça. Donc ça, c'est un code Go, hein. Je peux le lancer facilement sur ma machine, hein. À partir du moment où je veux le mettre dans un conteneur, il faut que j'écrive un Dockerfile, hein. Et puis, il faut que je construise mon image Docker, hein. Vous allez voir que ça ne va pas marcher. J'ai fait des mots. Qu'est-ce qui s'est passé? Super. Bon, ça commence bien. Ça sent le Wi-Fi un petit peu compliqué. Bon. Et puis, on va faire un Docker Run, hein. Et donc, mon application, elle tourne. Donc là, déjà, je vois que j'ai des problèmes Wi-Fi, je sens que ça va être sympa. Mon talk, c'est que des démos, d'accord? Bon, mais mon application, elle est conteneurisée et elle tourne. Alors, si je veux la déployer sur Kubernetes, donc sur un cluster sur lequel je vais faire tourner des conteneurs, hein, en gros, il faut que j'écrive du YAML comme ça. Et puis, dans ce YAML, on dit, voilà, cette image Docker, je vais la faire tourner quelque part sur mon cluster Kubernetes. C'est le YAML le plus petit que je puisse écrire pour lancer un conteneur sur Kubernetes. Et je vais lui parler avec ce type de commande, hein, où je vais demander à Kubernetes de prendre en compte ce YAML. Il va le prendre en compte. Donc, on va aller vérifier que ça a bien été pris en compte. Oui. J'ai un pod qui s'appelle Hello qui tourne, c'est bien ce que j'ai demandé. Et si je veux un petit peu voir les logs pour voir si ça affiche bien Hello World, oui, ça affiche bien Hello World. Donc vous avez vu, j'ai construit une image, je l'ai déployée, j'ai vérifié que c'était bien déployé, et ensuite je regarde les logs. Alors comme je suis développeur, hein, eh bien, je vais commencer à travailler sur mon code, hein, normal, hein, et puis je vais rentrer dans ce cycle où je vais faire toujours un petit peu les mêmes choses. Je vais modifier mon code, hein. Je vais rebuilder mon image, je vais lui donner un nouveau tag. Ça va être sympa. Comme je vais donner un nouveau tag, il faut que j'aille modifier mon XML. Que ensuite je relance la commande pour appliquer le pod, que j'aille revoir les logs s'ils sont bien, mon application a bien été mise à jour. Et vous voyez que ce cycle-là, de modifier du code, de rebuilder mon image, de patcher tous les YAML, de redéployer ça sur mon cluster, c'est assez fatigant. On n'a pas vraiment envie de faire ça tous les jours. Qui fait ça régulièrement? Voilà, il y en a au moins un qui fait ça régulièrement. En général, il y en a même plus. On a toujours des scripts pour aller faire ça pour nous, mais le problème, c'est que Kubernetes va apporter de plus en plus de fonctionnalités au travers de la plateforme. Et donc moi, développeur, je suis en train de coder dans mon coin sur ma machine, et parfois j'ai besoin vraiment de vérifier que ça va tourner non pas seulement sur ma machine, mais sur un cluster, parce qu'il y a plein de fonctionnalités qui vont être apportées par la plateforme. Et donc très très vite, on se retrouve à déployer très régulièrement notre application. Et ça, c'est ce que j'appelle voilà, le cycle de douleur, souffrance, et on ne peut pas trop y échapper en fait. On va être confronté à ça et de plus en plus. On va vouloir déployer de plus en plus souvent sur notre cluster Kubernetes. Si en plus je ne travaille pas en local, mais je déploie sur un cluster distant, je vais devoir en plus, après avoir buildé mon image Docker, je vais devoir la publier sur une registry. Et donc là, c'est encore plus lent, c'est encore plus compliqué. C'est pas que ce soit vraiment compliqué, c'est juste c'est des opérations qu'on n'a pas envie de faire. Donc,
Et ça, c'est pour un Hello World. Donc vous imaginez sur un vrai programme composé de plein de microservices. Je travaille sur un microservice, sur plusieurs microservices. Quelles images je dois rebuilder? Qu'est-ce que je dois redéployer? C'est assez compliqué. Donc le premier outil dont je voudrais vous parler, c'est Scaffold. Scaffold, c'est un outil open source que vous trouvez sur GitHub Container Tools/Scaffold. C'est un outil en ligne de commande, vous n'avez rien à installer sur votre cluster. Et ça va vous ramener un petit peu de joie au travail tous les jours, parce que ça va servir à éliminer toutes ces étapes qu'on vient de voir, en fait. L'idée, c'est que dans Scaffold, vous allez pouvoir lister tous les artefacts, tous les microservices sur lesquels vous travaillez, et c'est Scaffold qui va savoir les construire, les déployer sur Kubernetes. Alors pour ça, je vous rassure, on est toujours dans le monde Kubernetes, il va falloir écrire un YAML de plus. Ouais, qui aime le YAML ici? Il y a toujours des fous. On a trop de YAML dans ce monde, mais bon, bah, voilà, on va en rajouter un petit peu. Alors ce qui est sympa avec Scaffold, c'est qu'on peut demander à Scaffold de générer le YAML en allant voir dans mon répertoire, mais quelles sont tes sources, quels sont les Dockerfiles, quels sont les YAML. Je vais essayer de te proposer la config de Scaffold qui va bien. Alors je regarde, bon, c'est à peu près ça. Moi j'ai un artefact dans mon application, c'est le petit Hello World, et puis j'ai un seul YAML à déployer, c'est celui-là, donc ça a l'air de bien se passer. Une fois que j'ai écrit ce fichier Scaffold, eh bien, j'ai accès à des commandes comme Scaffold build, par exemple. Alors ça, c'est pas foufou encore. Alors, vous voyez pas très bien ce qui est marqué en bleu, mais globalement, il a buildé l'image, et puis il l'a tagué aussi. Ça, c'est intéressant, c'est que j'ai plus besoin, moi, de penser à taguer mes images. Il va taguer automatiquement les images en fonction des commits Git ou des tags Git. Il va avoir une stratégie pour taguer automatiquement les images. Donc à chaque fois que moi je développe et que je rebuild, ça va se faire tout seul. Mais bon, ça c'est pas encore super sympa. Si je fais Scaffold Run, c'est un petit peu mieux. Scaffold Run, ce qu'il va faire, c'est qu'il va builder l'image, la taguer, éventuellement la publier sur une registry, prendre le tag et le mettre dans le YAML, déployer ce YAML sur Kubernetes. Mais je peux faire un petit peu mieux que ça. Je peux lui demander aussi de m'afficher les logs. Donc là déjà, je viens de faire toute la boucle en une seule commande. Il m'affiche aussi les logs de mon conteneur ou de tous les conteneurs que j'ai déployés en faisant Scaffold Run. D'accord? Qui déjà a envie d'utiliser Scaffold maintenant? On a déjà quelques personnes, c'est bien. Bon. Alors pour vous, j'ai mieux que ça encore quand même, parce qu'on est des développeurs, donc on passe notre temps à développer, donc on passe notre temps à faire des changements. Donc je vais lancer Scaffold en mode dev. Là, il va faire la même chose, mais en plus, il va watcher les fichiers, et dès qu'il y a un changement, il va rebuilder là où les images impactées, repatcher les bons YAML, les déployer et me streamer les logs suite à mes modifications. Typiquement, si je vais ici modifier mon Go et que je le sauve, Scaffold va le voir, il va rebuilder l'image Docker, il va repatcher le bon YAML, redéployer, et il va s'abonner au log. Et vous avez vu, le temps que Kubernetes switch sur le nouveau pod, eh bien moi j'ai tous les logs de ce nouveau pod. Et ce mode dev, en fait, ça me permet moi de me concentrer uniquement sur le code et d'avoir l'application redéployée très régulièrement sur mon cluster, que ce soit en local ou en remote. Là, sur ma démo, je travaille avec Docker for Mac. Donc j'ai un cluster Kubernetes qui tourne sur ma machine. Qui connaît Docker for Mac ou Docker for Windows? Ou qui connaît Minikube? Ouais, donc si vous avez Minikube, Docker for Mac, Docker for Windows, Scaffold va le détecter et va tout seul savoir qu'il est en mode local et qu'il n'a pas besoin de publier les images. Ça va accélérer encore le cycle de développement. Ce qui est sympa avec Scaffold aussi, c'est si je fais CTRL-C, eh bien, il va supprimer tout ce qu'il a lancé, ce qui fait qu'il n'y a plus rien qui tourne sur mon cluster et il est tout propre. Donc à chaque phase, il va faire le nettoyage. Il y a plein d'autres commandes dans Scaffold, mais vraiment la plus sympa, c'est ça, c'est Scaffold Dev, qui va vérifier qu'il n'y a pas de changement dans vos sources et qui va rebuilder les images. Alors ça ne marche pas que pour des Hello World, c'est ça qui est sympa aussi. Ça marche aussi pour les applications qui auraient plusieurs microservices. Ici, j'ai une application avec 5 microservices. Il doit y avoir du Go, du Node, il y a une base de données Postgres. Et une fois que j'ai défini ce fichier-là, en fait, Scaffold Dev, ce qu'on va faire, tenez, on va se mettre sur un cluster sur Google Cloud. Alors là, c'est un gros pari avec le Wi-Fi, là. D'accord? Donc là, j'ai en fait un cluster de... un gros pari avec le Wi-Fi, ça va être sympa. Bon, on va pas le faire, on va pas le faire. Non, t'inquiète pas. On va le faire en local. Et puis donc, je fais Scaffold Dev. Il va rebuilder les 5 ou 6 images. Il va redéployer tout ça sur mon cluster et va m'afficher les logs combinés pour mes 5 ou 6 microservices. Vous voyez, c'est assez sympa. Et mon application, elle est là, elle tourne. Alors, ce qui est sympa aussi, c'est que si je modifie donc les sources, par exemple, je vais modifier la page HTML. Donc la page HTML,
Normalement, si je modifie une ou deux pages HTML, il faut que je rebuild l'image, que je repatche le YAML, que je redéploie ça. Et en fait, Scaffold ne va pas faire ça. Scaffold peut être configuré pour faire de la synchronisation à chaud entre les fichiers locaux du dev et les pods qui tournent sur mon conteneur Kubernetes. L'idée, c'est, si moi je modifie des fichiers donc pour des pages statiques, ou du PHP, ou du Python, ou du Node, des choses qui n'ont pas besoin d'être recompilées, et je n'ai pas besoin de reconstruire l'image à chaque fois. Je peux juste faire de la synchronisation entre ma machine, mon poste de dev, et ce qui tourne sur mon cluster, que ce soit un cluster local ou un cluster distant. Donc je vous montre ça. Hop, je vais changer juste quiz. D'accord. Je sauve. Et là, c'est encore mieux, j'ai même carrément du live reload, parce que mon node qui est déployé sur Kubernetes, il a un live reload qui est activé. Donc moi, Scaffold, il a pris le fichier en local, il a envoyé sur le pod qui fait tourner mon site web. Là, le node a dit « Ah, tiens, il y a un fichier qui est changé ». Il a envoyé à mon navigateur un ordre de rechargement. Mais vous avez vu, ce qui marche là sur mon cluster local en Kubernetes, ça marche aussi sur un cluster sur le cloud. J'aurai exactement la même chose. Je me connecterai même exactement sur la même URL parce qu'en fait, Scaffold va faire ce qu'on appelle du port forwarding. C'est que ce qui tourne sur mon cluster distant, je peux m'y connecter en local sur localhost automatiquement. Je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, en pratique, ce que ça va vous faire tous les jours, c'est que vous lancez Scaffold Dev, vous vous connectez sur localhost, sur l'adresse de votre site web, et vous pouvez coder n'importe quel composant, il va redéployer automatiquement le bon composant, et si ce composant n'a pas besoin d'être redéployé, il va juste faire la synchronisation de fichiers. Qui a envie encore plus d'utiliser Scaffold maintenant? Voilà. Alors Scaffold, il y a quelques temps, on n'avait pas ce mécanisme de synchronisation, donc les gens qui faisaient du PHP, du Node ou autre me disaient mais rebuilder l'image à chaque fois, c'est compliqué. Là maintenant que la synchronisation, on est vraiment dans un mode où on a l'impression de développer en local, même si on développe à distance. Donc ça c'est Scaffold, ligne de commande, rien à installer, c'est super facile à utiliser, vous pouvez essayer dès demain Scaffold init. Ça supporte plusieurs, ce qu'on appelle les types d'artefacts. Donc moi je vous ai montré des artefacts qui sont buildés avec Docker Build. Donc Docker Build qui utilise des Dockerfiles et Docker Build. Voilà, quasiment tout le monde build ses images avec Docker Build, mais il y a d'autres façons de faire, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Il y a des façons avec Bazel ou avec Jib, je vais vous montrer ces deux outils. De la même façon, Scaffold peut s'adapter à votre façon de développer. Soit vous travaillez entièrement en local, soit vous voulez builder les images sur le cloud, donc il peut faire l'un ou l'autre. Il peut lancer aussi des tests sur vos conteneurs, par exemple, pour vérifier que le conteneur, que l'image que vous avez créée contient bien tel fichier ou qu'elle ne contient pas tel binaire, etc. Vous pouvez lancer des tests qu'on appelle des structure tests sur les conteneurs pour savoir si les images qu'on a créées, elles sont de bonne qualité. Et puis tout ça, ça va se déployer sur Kubernetes en utilisant, on n'essaye pas de réinventer la roue en fait, on va utiliser vos outils, les outils que vous utilisez. Donc soit vous déployez avec kubectl, Scaffold va utiliser kubectl. Soit vous utilisez Helm, Scaffold va utiliser Helm. Qui utilise Helm ici hein? Quelques-uns, ouais. Vous aimez Helm ou pas? Ah, non, pas tant, hein. Pas vraiment. Bon, ok, c'est intéressant. Moi, j'aime pas trop Helm, je trouve ça trop compliqué. Déjà qu'on est dans un monde super compliqué, hein. Mais en tout cas, Scaffold va savoir utiliser Helm. Alors, on parlait du build. Les soucis du build dans le monde Docker, c'est ça. Hein. C'est qu'on va construire des images Docker. Les images Docker, c'est des couches, c'est des layers. Hein. Et puis, si on ne prend pas garde, on arrive très vite à une image super lourde, qui contient trop de choses, qui est longue à déployer, longue à construire. Hein. Et ça, c'est assez compliqué. C'est quelque chose en tant que développeur, on n'a pas forcément envie non plus d'investir une tonne de temps. Et pourtant, ça va avoir un impact réel en prod, voire même sur notre vélocité à nous. Donc les images souvent sont trop grosses. Il y a la question de quelle image de base on doit choisir. Je dis toujours en rigolant que les équipes qui utilisent Kubernetes ou Docker, en général, il y a une cellule architecture quelque part qui s'est mise en marche et qui te dit dans moins de 6 mois, on aura défini la meilleure image de base chez nous. Et ça, je vois ça tous les jours et je me dis mais c'est pas possible de se bloquer comme ça. Mais voilà, c'est assez compliqué, c'est une vraie question. Et puis un vrai problème aussi, c'est que le build des images Docker en général, c'est très long. Vous avez vu, moi j'ai fait Scaffold Dev, je fais un changement, ça rebuild en 1 seconde, ça redéploie, c'est super, c'est les bisounours. Et puis dans la vraie vie, vous faites un changement, ça met 30 secondes, 5 minutes, 10 minutes à reconstruire l'image, et vous n'êtes pas du tout dans la même dynamique. Une première technique que vous pouvez utiliser, là j'en parle, c'est pas un outil particulièrement, c'est vraiment quelque chose qui est compris dans Docker, mais il y a des gens qui ne connaissent pas, c'est le multistage build. Qui connaît le multistage build?
Donc voilà, pas beaucoup de gens par rapport à ceux qui font du Docker. L'idée d'un multi-stage build, c'est que vous pouvez décrire dans un Dockerfile plusieurs étapes pour construire votre image. Et à chaque étape, vous avez les outils dont vous avez besoin pour cette étape, mais pas pour les étapes d'après. Typiquement, là, moi, je vais construire une image Go. Dans la première étape ici, en fait, je vais utiliser une image Golang dans laquelle il y a un compilateur Go, une makefile, un compilateur C. Je vais y copier mes sources et je vais faire à la fin un binaire qui va être dans /app, d'accord? Ça, c'est une première étape où j'ai plein d'outils, mais ces outils, je ne les veux pas au runtime. Je ne veux pas que mon image Docker elle contienne ça au runtime. Donc avant, on avait des stratégies un peu bizarres pour faire ça. En fait, avec le multi-stage build, je l'écris un nouveau stage, où là, tout à coup, je dis une autre image de base beaucoup plus petite, dans lequel je vais venir copier mon application, et juste mon application, et cette image-là va être plus petite, une surface d'attaque plus faible, et ça, il faut vraiment vous utiliser ce genre de technique. En plus, c'est une technique qui va vous donner plus de choix sur vos images de base Docker. Ici, vous allez pouvoir utiliser des images très riches, avec plein d'outils pour builder vos images si vous avez des outils de build exotiques. Par contre, au moment du run, il faut que vous ayez le moins de choses possible, pour que l'image soit rapide à publier sur une registry, rapide à déployer sur un cluster, rapide à construire. Ça vous parle, ça? Allez voir le multi-stage build. Ça, c'est la première étape si vous voulez mieux comprendre votre build. Ensuite, si vous voulez choisir des images de base, qui utilise ici des images de type Ubuntu, Debian, CentOS, des choses comme ça, ok. Qui utilise des images de type Alpine, donc plus petites, plus secure. C'est bien, donc il y en a pas mal déjà. Ça, c'est un gros effort de Docker ces 2 dernières années pour essayer de réduire la taille des images et utiliser Alpine. Moi, je vais vous présenter autre chose. Ça s'appelle Distroless. C'est une autre approche assez similaire à Alpine. C'est beaucoup plus restreint dans l'envergure de l'effort. C'est quelques images fournies par Google pour certains langages bien identifiés comme Java, Python, Go, Node. L'idée, c'est que si vous déployez actuellement des applications sur Google Cloud Platform, il y a de fortes chances que vous utilisiez déjà Distroless sans vous en rendre compte. Parce qu'en fait, on utilise ça, par exemple, sur App Engine maintenant pour déployer vos applications Java. Et l'idée de Distroless, ça va faire des images les plus petites et les plus sécurisées possibles pour un certain nombre de langages. Ces images elles vont contenir uniquement votre application et ses dépendances et rien d'autre. Alors vous vous dites, mais qu'est-ce que ça pourrait contenir d'autre finalement une image? Dans le cas classique, ça contient un package manager, un shell, plein de fichiers dans votre distribution Linux que vous n'avez pas forcément besoin de voir en prod. Typiquement, est-ce que vous avez vraiment besoin que votre image qui tourne, elle ait un package manager? Est-ce que quelqu'un va venir se connecter dans l'image au runtime pour installer des nouveaux packages? Jamais. C'est surtout pas, ne faites pas ça. Et donc, avec Alpine, par exemple, vous ne le savez peut-être pas, mais votre image, elle a un package manager. Quelqu'un qui rentrerait dans l'image peut installer plein de packages pour aller télécharger le monde entier. Et ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément envie d'avoir. Et c'est quelque chose qui n'est tout simplement pas nécessaire. Donc, dans Distroless, pas de distro, il n'y a aucun fichier qu'on attend classiquement d'une distribution Linux. Il n'y a pas de package manager, il n'y a pas de shell, il n'y a pas de curl, il n'y a rien. D'accord? L'idée, c'est vraiment d'avoir le strict minimum. Et ça, c'est pour ces langages-là. Donc Base, c'est pour des langages compilés statiquement ou presque statiquement. Java, c'est pour des langages basés sur JVM, Python, Node, etc. C'est pas une variété folle d'images de base, mais c'est assez efficace pour ces langages. Donc par exemple, moi je vais vous présenter Distroless base. C'est pour des langages compilés statiquement ou presque statiquement, comme du Go, du Rust, des choses comme ça. Il y a quoi? Il y a une libc, il y a des librairies SSL, et puis en gros, c'est tout. Alors vous dites, c'est peut-être compliqué à utiliser ce truc-là. En fait, si on prend mon petit Dockerfile pour mon application Go, c'est aussi simple que de changer l'image de base dans ma deuxième étape. Je vais même faire un copier-coller. Je vais supprimer ça. Et voilà, ici, j'ai juste dit, au moment du build, même chose, mais au moment du run, j'utilise cette image-là. Et donc, si je fais mon Docker build, eh bien, Docker run, mon application, elle tourne bien. Donc, changer une image de base, quand on fait du multi-stage build, c'est très facile. Et vous pouvez à ce moment-là essayer Distroless, ça va faire des images plus sécurisées, plus petites, à déployer en production. Ça vous parle, ça? Voilà, ça c'est Distroless. Il y a des versions debug de chacune des images, parce qu'à chaque fois on me dit ouais, mais s'il n'y a pas de shell, comment je débug après en production quand j'ai un bug? Comment je me connecte dans le conteneur? Alors malheureusement, il faut utiliser à ce moment-là les versions debug qui ont BusyBox à l'intérieur, donc un shell et toute une série de
d'utilitaire. Si vous avez déployé sans l'image de base debug, bah, là, bon, tant pis pour vous. Mais l'idée, c'est que en prod, par contre, vous avez des images beaucoup plus sécurisées. Alors, en plus d'Histroless, c'est quelque chose qui est utilisé par Bazel et Jeep, dont je vais vous parler juste après. Donc, c'est pas juste un truc dans son coin, c'est connecté à tout le reste. C'est connecté à tout le reste parce qu'il y a une autre chose qui est vraiment encore plus difficile que choisir des images de base, c'est faire un build incrémental avec Docker. Vous savez, sur votre machine, vous avez vos sources, vous changez un caractère, vous rebuildez. En général, maintenant, les outils savent rebuilder assez vite. Si vous avez changé une dépendance, il va télécharger juste ces dépendances, ou cette dépendance et les dépendances transitives. Il ne va pas retélécharger toutes les dépendances. Et bien avec Docker, si on ne fait pas attention, très vite, on a des builds qui vont retélécharger toutes les dépendances à chaque changement de source. Je vous ai fait un petit exemple pour voir ça. Ici, c'est du Java. Qui fait du Java ici? Il y a beaucoup de Java, plus qu'à Toulouse. Hier, à Toulouse, il y avait moins de Java. C'est une application Spring Boot, ça. Spring Boot, alors moi je ne connais pas bien Spring Boot, mais c'est le plus petit code que j'ai trouvé pour faire un Hello World. C'est le plus petit pomme que j'ai trouvé pour faire mon Hello World avec Spring Boot. Et, oui, désolé. Et donc, si je fais Maven Package, classiquement, mon application elle va prendre 2-3 secondes à se builder, même pas. Et puis, si je change, je ne sais pas ici, la version de Spring Boot, c'est par là, là, eh bien, tous les plugins Maven qu'il a déjà téléchargés, ils sont sur un cache sur mon disque. Donc si je change la version de Spring Boot, ça ne va pas retélécharger ces plugins. Alors on va voir qu'avec Docker, c'est moins fun. J'ai écrit un Dockerfile qui fait un build classique pour une application Java. J'ai un multi-stage build, j'ai suivi les règles, j'ai fait une étape avec Maven, je copie le POM et je lance une incantation pour télécharger tous les plugins et les dépendances. Ensuite, je copie le reste des sources et je compile mon application. Pourquoi j'ai fait ça en 2 étapes, 2 copies? C'est pour maximiser l'effet du cache de Docker. Vous savez, dans Docker, quand vous buildez des images, il y a un cache. Et à chaque fois que je change un petit bout du POM, tout ce qui est après, c'est invalidé, il faut le refaire. Si je change un petit bout des sources, tout ce qui est fait après, c'est invalidé, il faut le refaire. Typiquement, à votre avis, qu'est-ce qui se passe si je rajoute un commentaire dans mon POM? Acte, normalement, indolore avec Maven. Mais si je lance Maven dans un conteneur Docker, effectivement, que je rebuild mon image, eh bien, on est parti pour à peu près 4 à 10 minutes. Il va retélécharger toutes mes dépendances. Vous dites, mais j'ai juste changé un commentaire dans le YAML, je n'ai pas changé une dépendance. Mais en fait, comme le YAML a changé, bon là, on est carrément perdu dans le... Bon, c'est pas grave. Ici, comme j'ai changé le YAML, eh bien, tout ce qui a été fait après dans mon build Maven, Docker, pardon, est invalidé. Il va devoir tout refaire, retélécharger toutes les dépendances. Il n'y a plus de notion de cache. Et ça, c'est un effet, on peut quasiment rien faire contre. Vous pouvez faire le Dockerfile le plus intelligent du monde, vous allez toujours avoir ce problème-là. C'est une contrainte structurelle de Docker Build. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Alors, il y a des démos après qui vont un peu planter quand même. Alors, premier outil qui peut résoudre ça, c'est Bazel. Qui connaît Bazel ici? Très peu, c'est normal. Alors Bazel, c'est un outil open source qui réimplémente l'outil de build qu'on a chez Google depuis plusieurs années. Donc Blaze, c'est l'outil de build qui permet de builder notre monorepo avec plusieurs teraoctets de sources. C'est un outil, on va dire, qui est scalable, a priori, qui fait des builds incrémentaux, performants, répétables, et en plus, il y a des plugins, c'est extensible, et donc vous pouvez lui demander de construire des images Docker. Le problème de Bazel, vous l'avez deviné, personne ne connaît. Pourquoi personne ne connaît? Parce que c'est compliqué à adopter, d'accord? Vous avez tous déjà passé pas mal de temps à adopter Maven ou Gradle ou un autre outil de build. Vous n'avez pas envie de tout casser et tout refaire avec un autre outil, et c'est bien normal. Si vous démarrez un projet de zéro, vous pouvez aller voir Bazel. Si vous avez une boîte avec plein de microservices et que ça commence à devenir un cauchemar, vous pouvez aussi vous dire c'est peut-être le temps d'aller voir Bazel. Des boîtes comme Dropbox l'ont fait. Ils avaient trop de composants multilangages, c'était trop compliqué à gérer, ils ont utilisé Bazel. Moi, je vais vous montrer Bazel sur un petit projet. Toujours le même projet. Donc mon petit Hello World. Vous voyez, il n'y a plus de POM XML. J'ai jeté Maven. C'est peut-être pas si mal. Par contre, j'ai écrit un fichier build et un fichier workspace. Rien que le fait que ce ne soit pas colorisé par mon outil, vous vous dites tout de suite, ce truc-là, personne ne le connaît. D'accord? Bienvenue.
Par contre, ce qui est sympa, c'est que je vais pouvoir faire des commandes assez similaires à ce que je faisais avant. Je fais Bazel build, et il va télécharger toutes les dépendances de mon application, il va construire les jars de mon application, et il va même faire une image Docker à la fin. Là, il a fait une image Docker. Il a fait une image Docker sans même utiliser Docker. Je n'ai pas besoin d'installer Docker sur ma machine. Ça, c'est intéressant en fait. J'ai un outil de build qui va faire des images Docker sans que j'ai installé Docker sur ma machine. C'est-à-dire que je peux le faire tourner n'importe où, même s'il n'y a pas du Docker. Pourquoi en fait il est capable de faire ça? Une image Docker, c'est quoi? C'est un tarball, c'est un zip. C'est un zip qui contient des zips et des JSON. Et dans les zips, il y a les fichiers de mon image. C'est ça, une image Docker. Donc moi, je peux écrire un bout de code en Java, en Go, en C, en Shell, qui fait une image Docker. Donc c'est ce que fait Bazel, il fait une image Docker. Ce qui est sympa, c'est que si je change maintenant une dépendance genre Spring Boot, et que je refais Bazel build, eh bien il y a un vrai cache local sur ma machine qui fait qu'il ne va télécharger que les dépendances qu'il n'a pas déjà, si ça marche, parce que là, j'ai un vrai souci de Wi-Fi. Voilà, bon, effet démo. Donc là, il va retélécharger que les dépendances qu'il n'a pas déjà, parce qu'en fait, il est en train de builder sur ma machine. Et là, il a un vrai cache. D'accord? Pendant que je parle, je vais essayer de brancher ça. Donc ça, c'est vraiment Bazel qui nous donne ça. Bazel va construire non pas dans Docker, mais va construire à l'extérieur de Docker. Et ça va nous permettre d'avoir le maximum de cache, tout en ayant quand même, grâce à des propriétés de Bazel, un build reproductible. Parce que c'est ça aussi, c'est qu'un des gros avantages de Docker Build, c'était d'avoir des builds reproductibles. Eh bien, avec Bazel, on a ce côté reproductible, même si ça tourne sur ma machine, même si ça utilise le Java qui est installé sur ma machine. Hop, on va essayer de faire ça, soyons fous. OK. Ce qui est sympa avec Bazel, c'est qu'aussi on l'a intégré dans Scaffold. Donc dans Scaffold, si vous commencez à utiliser Bazel, vous dites juste mon artefact, c'est pas une image Docker, c'est construit avec Bazel. À la fin, ça va faire une image Docker, d'accord? Ça ne prend pas un Dockerfile en entrée. Et moi, j'ai juste à faire Scaffold build, et j'ai toujours à ce moment-là le même outil qui est utilisé, c'est Scaffold. D'accord? Ça ne va pas marcher, c'est normal. On va essayer de faire ça. Tac. Allez. Ça fait longtemps que je n'avais pas eu de problème réseau. Tchouk. Ouais. Petit intermède. Pourtant, je capte là. Ouais, ça passe. Alors, on va essayer maintenant. Ouf. Bon, ça marche pas. Génial. C'est pas grave. Donc avec Bazel, vous pouvez construire comme ça des images Docker sans Docker. C'est vraiment incrémental, c'est vraiment répétable et c'est malheureusement très compliqué à adopter. La doc, elle est fournie, mais elle n'est pas très très simple. Donc je sais que vous n'allez pas tous faire du Bazel demain. Vous avez super envie d'utiliser Scaffold, je l'ai senti là, mais Bazel, je sens que c'est moins ça. Pour les développeurs Java, par contre, j'ai une bonne nouvelle. Hein. Il y a plus simple que Bazel. Là, d'un coup, je sens que vous vous réintéressez à nouveau. Pas que pour du Java, pour tous les langages JVM en fait, Groovy, Kotlin, hein, j'ai une solution plus simple. J'ai une solution plus simple hein, qui part du principe que, en plus de tout ce que je vous ai montré, faire une image bien formée, parfaite pour des langages JVM type Java, c'est pas facile. Moi j'ai fait une petite recherche, Perfect Java Docker Image, et je suis tombé sur un site comme ça qui m'explique tout ce qu'il faut savoir. Voilà. Donc vous êtes développeur, hein, Node, Java, Python, PHP, vous n'avez pas envie d'apprendre ça. Et vous allez devoir le faire. Quelqu'un va devoir le faire. Hein. On vous dit dans quel sens faire les trucs, comment, comme ci, comme ça, comment faire une mauvaise image, une bonne image. Voilà. Vous avez vu, c'est super sympa. Hein. Vous avez vraiment envie d'apprendre ça demain, je pense. Alors donc, nous, chez Google, on a créé un outil qui s'appelle Jib, qui vous permet... Oh non, mais là, ça ne va pas le faire. Downloading proxy script, mais laissez-moi tranquille. Je veux pas... J'ai horreur des proxys. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé là? Bon, débranche tout, barrez-vous. Je suis sur localhost, j'ai pas besoin de Wi-Fi. Hop. Donc on a créé un outil qui s'appelle Jib, qui est open source aussi. Et Jib, lui, c'est un plugin Maven ou Gradle hein, qui va être capable de construire des images Docker sans que vous ayez à écrire de Dockerfile. Donc là, il y a un vrai outil qui va vous simplifier vraiment la vie au quotidien. L'idée, c'est que, en fait, vous, dans votre YAML, vous allez référencer ici Jib, le plugin Jib. D'accord hein? Non, c'est pas là, c'est là. OK.
vous allez référencer le plugin Jib. Et à partir du moment où vous avez fait ça, quand vous lancez une commande Maven avec la target Jib build, par exemple, eh bien, il va vous builder l'application et après, il va vous faire une image Docker. Ah bah là, il essaie de la pusher. Comme j'ai plus de réseau Internet, ça ne push pas. Mais croyez-moi sur parole, c'est super. Je suis un peu désespéré là. On va réessayer la connexion de partage de connexion sans Wi-Fi, si possible. Parce qu'après le Wi-Fi, je repointe sur le, le proxy. Je veux pas. Allez, on réessaye une dernière fois. Il n'y a plus rien qui marche. C'est une horreur. Comment? Alors on y va. On va tenter ce truc-là. Je débranche celui-là. Je me mets sur OnePlus 6, celui-là. Ok, super. Tout en minuscule? Voilà, j'ai ce problème-là aussi sur ma machine en ce moment, donc on va laisser tomber. Génial, je suis trop content. Donc ça, avec Maven, hein, vous allez lancer votre outil de build classique, ça va faire une image Docker à la fin. Et là, si je change un commentaire dans mon POM ou une dépendance, ça va faire ce que vous vous attendiez à voir, ça va télécharger juste ce qu'il faut, reconstruire l'image Docker, hein, et puis c'est tout. Et vous n'avez pas appris les Docker files, hein, et vous pouvez plugger ça sur votre CI/CD, et ça y est, vous êtes parti, vous faites du Docker. Qui a envie d'utiliser Jib dès demain, avec une connexion Internet qui marche? Ça ne résout pas les problèmes de télécharger tout sur Internet. Hein. Donc ouais, ça c'est Jib. Construire des images Docker sans Docker, hein, ça marche pour Maven et pour Gradle, hein, et puis c'est très facile à adapter, et en plus c'est supporté par Scaffold. C'est supporté par Scaffold. Hein. Si j'affiche ici dans mon Scaffold que mon artefact il est buildé avec Jib, normalement, ça va pas marcher, mais normalement, il va builder mon image. Allez, on croise les doigts. Ouais, le réseau est revenu sur ma 4G. Donc là, tac, j'ai fait Scaffold build, il a buildé l'image avec Scaffold, avec Jib, pardon, et ça marche. Et si je me mets en mode dev, eh ben c'est pareil. Dès que je vais changer un bout de code Java, il va rebuilder l'image et va la redéployer, et on est parti. Donc ça, c'était pour parler vraiment de la partie purement dev. Mon cycle de dev au quotidien, comment je construis mes images, etc. Maintenant, très vite, on est dans un monde où on va faire de plus en plus de microservices, on va devoir builder les images de plus en plus grosses, de plus en plus de microservices, et très vite, ça devient trop gros pour ma machine. Ce que je ne vous ai pas montré tout à l'heure, c'est que Scaffold, ça marche très très bien aussi pour travailler en local sur quelque chose que je déploie sur un cluster remote. Hein. Je ne l'ai pas montré parce que j'avais le problème de connexion Internet, mais en vrai, c'est super efficace. Mais en plus, parfois, on va devoir aussi builder les images sur un cluster. Parce que sur notre machine, on n'arrive plus à builder les images assez vite. Et ça, c'est pas forcément facile. Je ne sais pas qui utilise un cluster pour builder ces images. Personne n'a du Jenkins, du GitLab. Vous avez tous de la CI/CD à un moment donné, donc ça va builder les images Docker. Hein. D'accord. Donc vous l'utilisez peut-être pas au quotidien parce que vous êtes vous n'êtes pas sur 300 microservices comme Eventbrite ou comme Mythic, mais je vous assure ça va venir. Hein. Et les personnes qui set up ce type de cluster, ils n'en dorment pas la nuit parce qu'ils doivent choisir entre binder la socket Docker ou faire du Docker in Docker. Si ça ne vous parle pas, c'est normal. Eux, les pauvres, ils pensent qu'à ça tous les jours. Ils disent j'ai le choix entre deux trucs pourris, lequel je prends. Voilà, il y en a un qui n'est pas sécure, l'autre non plus, il y en a un qui n'est pas performant, l'autre moyen. Voilà, c'est super. Et en plus, sur les clusters Kubernetes, bientôt, il n'y aura pas forcément Docker dessus qui tourne. Hein. Et donc vous allez vouloir builder vos images avec Docker build, et le cluster va dire de quoi tu parles? Je tourne plus sur Docker, moi je tourne sur un runtime de conteneur moderne, hein, donc je ne sais pas faire Docker build. Donc ça, c'est pareil, le problème il existe peut-être chez vous, ou en tout cas il va arriver, hein, et c'est pas facile. Hein. Donc moi je vais vous proposer un petit utilitaire qui s'appelle Canico, qui est intéressant et qui commence à être utilisé par plein d'autres outils dans l'écosystème Kubernetes. Canico, c'est un builder d'images Docker, ça ressemble à Docker build. Ça part de mes sources et mon Dockerfile, ça ressemble à Docker build, mais ça tourne dans un conteneur non privilégié, sans avoir besoin de Docker particulièrement, ça a juste besoin d'un runtime de conteneur, quel qu'il soit. Et ça va être donc un build plus sécurisé, plus passe-partout, et en plus, je peux le faire tourner très facilement sur Kubernetes, hein, en disant à un pod sur Kubernetes, voilà mes sources, voilà mon Dockerfile, construis-moi une image. Et c'est ça que je vais vous montrer
avec l'intégration de Canico dans Scaffold. Ici, en fait, j'ai défini que j'avais un artefact toujours le même que je construis. J'ai créé un profil dans Scaffold pour builder avec Canico. Donc là, je dis, voilà, je build avec Canico, je ne build pas en local. Je vais réessayer de me mettre sur mon petit cluster remote. Soyons fous. Et je vais lancer Scaffold Build en mode Canico. Donc là, ce qu'il va faire, en fait, c'est qu'il va démarrer un pod sur mon cluster Kubernetes, sur lequel j'ai rien préinstallé, c'est Kubernetes. Je peux lui parler avec l'API Kubernetes, donc je peux lancer un build. Je vais lancer un build, je vais lui donner mes sources, mon Dockerfile, et lui, il va construire l'image avec Canico. Et une fois qu'elle est construite, il va la publier sur une registry. Donc là, pour un composant, vous allez me dire, mais c'est beaucoup plus lent qu'en local. Alors oui, c'est plus lent qu'en local. Mais si vous avez commencé à avoir beaucoup de composants à construire, vous allez voir, ça va être plus agréable de les lancer tous en parallèle sur un même cluster. Donc à la fin, normalement, il va me publier une image. Est-ce qu'il y en a qui utilisent Canico déjà ici ou pas? Non? Non. Donc vous allez voir, ça c'est un outil qui commence à être utilisé de plus en plus. Pour les raisons que je vous ai données, il y a de moins en moins de Docker dans les clusters Kubernetes. Il y a aussi des outils comme Knative, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Knative. C'est une surcouche à Kubernetes pour faire du serverless. Et il y a une partie build dessus qui va vous faire, une CI/CD. Et eux, ils utilisent Canico. Et donc là, ça m'a bien publié une image. On va vérifier qu'elle a bien fonctionné. Je la pull. Ouais, hello world. OK. Donc là, j'ai buildé non pas sur ma machine, mais sur un cluster Kubernetes banalisé, sur lequel je n'ai rien préinstallé. Je n'ai pas eu installé Jenkins ou GitLab. Donc ça, c'est assez pratique. Et quand vous commencez à avoir une grosse échelle, c'est assez pratique de pouvoir builder, non pas sur votre machine, mais sur un cluster. Allez, on a tout buildé, on va déployer en production, c'est la dernière étape, qui se bat avec les multiples environnements, staging, pré-prod, prod. Alors ici, on a ces serveurs, ces certificats SSL, ici c'est cela, mais là on a ce secret, et là il y a les properties, et là c'est comme ci, et là c'est comme ça. Et là, il faut déployer un load balancer aussi en plus, mais pas ici. Donc ça, c'est un truc qu'on a au quotidien, j'en vois qui ricanent. Et en tant que dev, c'est assez compliqué de gérer ça. On se retrouve vite à mettre les mains dans Helm. Helm, on a vu tout à l'heure dans le petit sondage, ceux qui font du Helm n'aiment pas trop Helm. Ça ne m'étonne pas parce que Helm, ça répond bien à ce genre de problématique plus d'autres, mais c'est compliqué quand même. C'est compliqué Helm. Et en plus, Helm, c'est vraiment un moteur de templating, ce qui fait que si je vois mes fichiers YAML, ils ne ressemblent plus trop à des YAML que je suis capable d'utiliser sans Helm. Vous avez vu mes YAML qui parlent à Kubernetes, là, il n'y a pas de placeholder, dollar, machin, dollar, truc à l'intérieur. Je peux les prendre et je fais kubectl apply et ça fonctionne. Avec Helm, il faut que je mette des variables partout, je peux même faire des boucles, c'est super. C'est très puissant, mais c'est assez compliqué à comprendre. Donc moi, je vais vous montrer un autre outil qui peut vous servir de façon beaucoup plus simple à viser plusieurs environnements, c'est Kustomize. C'est encore une fois un outil en ligne de commande très simple à utiliser. Kustomize, il travaille plutôt par un mécanisme d'overlay ou de patch sur des YAML. Alors je vais vous expliquer avec un exemple, ça va être plus simple. Là, j'ai un YAML, c'est mon YAML que j'utilise en dev. C'est un déploiement dans Kubernetes qui déploie une image. Cette image, on lui donne une variable d'environnement. On lui dit, voilà, la variable d'environnement name, c'est world, qui fait que le petit bout de code Go, il va écrire hello world. En prod, on veut que ça écrive hello production. Et bien pour ça, en fait, on va fournir un petit fichier de patch qui va venir patcher ce YAML, qui va dire, ah, alors, dans le déploiement hello, je ne change rien, sauf cette variable d'environnement-là. Je vais la changer. C'est vraiment un patch qui va être appliqué par-dessus, en remplacement. Comment je fais le lien entre ça et ça? En fait, j'ai un fichier de customisation. Je dis, voilà, tous les YAML que moi je veux déployer, je peux avoir une liste. Ces YAML, je vais leur appliquer un label à tous les YAML de façon globale. Je vais dire, attention, ça c'est pour la production, donc tous les objets vont se retrouver tagués avec une clé valeur env production. Ça c'est super pratique pour mettre des clés valeurs sur tous vos déploiements en fonction de l'environnement. Vous pouvez aussi changer le namespace de tous vos déploiements d'un coup, avec juste cette ligne-là, et vous pouvez appliquer des patchs. Moi, j'ai appliqué le patch qui change cette variable d'environnement, mais j'ai un autre patch ici qui change la pool policy pour dire qu'en prod, on n'utilise pas une image qui est sur le cluster, on la pool à chaque fois avant de démarrer le pod. Et comment je fais pour utiliser ça? J'ai juste à utiliser Kustomize, et je lui donne le fichier, le répertoire où se trouve la customisation, et lui va me pondre du YAML
patché, modifié, spécialisé pour un environnement. Alors, vous voyez ici, ça c'est le YAML spécialisé, ça c'est le YAML initial. On voit bien qu'ici, il a changé la pool policy, il a changé une valeur ici, il a appliqué des nouveaux labels, hein, et il aurait pu appliquer aussi un namespace. Ça c'est super pratique parce que c'est, premièrement, super léger. Ce n'est pas la lourdeur de Helm. Deuxièmement, les YAML avant Kubernetes, avant Kustomize, ils sont inchangés. Il n'y a pas de placeholder, je ne les ai pas pourris, je peux les utiliser tels quels en dev. Et ça, c'est juste quelqu'un qui a patché pour la prod. D'accord? Ça, c'est assez puissant. Et en fait, moi, je vais pouvoir, comme ça, eh bien, déployer en prod, hein, on y va, en activant mon petit profil Customize, production, pardon. Là, ici, juste avec Scaffold, je vais pouvoir lancer en prod, en tailant les logs, en utilisant le profil de production qui dit quoi? Qui dit le build n'est pas fait sur ma machine, il est fait sur Google Cloud, et à la fin, je déploie la version customisée par Customize pour pouvoir avoir vraiment quelque chose d'adapté à mon environnement de prod. Donc normalement, ça va prendre quelques secondes, et je devrais avoir mon application déployée en prod qui fait Hello Production. Et ça, c'est vraiment parce qu'on a intégré tous ces outils dans Scaffold, hein, que vous pouvez les utiliser toujours avec la même ligne de commande. Scaffold Build, Scaffold Run, Scaffold Dev. Vous n'avez pas besoin de trop jongler avec les outils. Allez, on espère que ça va marcher. Ouais, marche. On a réparé le Wi-Fi aussi, vous vous rendez compte. Merci, merci. Ouais. Donc voilà, ça c'était Customize. Ça ne répond pas à tous les use cases de Helm, mais c'est beaucoup plus simple pour ce que ça fait. Donc je vous invite à aller voir. C'est assez intéressant. Ça fait partie de ces outils simples qui demandent très peu d'installation, très peu d'apprentissage et qui résolvent un problème bien distinct. C'est ce que j'ai essayé de vous montrer avec Customize, avec Jib, avec Scaffold. Chacun en fait a un objectif simple, individuel. Donc Customize va vous servir à customiser vos déploiements pour différents environnements. Canico, vous allez pouvoir builder vos images sur un cluster de façon plus sécurisée et sans setup trop compliqué. Jib, c'est vraiment le rêve pour les développeurs Java pour builder des images Java, Kotlin, Groovy ou autres. Bazel vous offre un build incrémental, reproductible, performant, avec une difficulté d'apprentissage. Distroless vous donne des images plus sécurisées, plus petites, et Scaffold va connecter les points entre tous ces composants. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions maintenant, il doit peut-être nous rester 1 ou 2 minutes, et puis sinon vous pouvez me joindre sur Twitter, Instagram, GitHub, Degajo. Merci beaucoup. C'était sympa ce Wi-Fi. Son partage de connexion. Ouais, le partage de connexion est mieux. Est-ce qu'il y a des questions du coup? Si quelqu'un a une question, je vais lui passer le micro. Sur Distroless, je voulais savoir le suivi des... là, on parle de sécurité, pour savoir tout ce qui est alimentation de CVE, donc tout ce qui est Ouais. vulnérabilité. Est-ce que c'est véritablement suivi? Je crois que oui, parce que nous, on l'utilise en prod, en fait, sur App Engine ou des produits comme ça. Maintenant, je ne peux pas vous le garantir. Il faudrait aller voir sur le repo Distroless, ça doit être indiqué. A priori, oui, mais je ne peux pas vous le signer de mon sang. Par exemple, ce qui n'est pas suivi vraiment bien, c'est les versions des différents middleware, genre Java, Node ou autre. En gros, on a choisi une version de Java, une version de Node, parce que c'est celle que nous, on utilise en prod. Ça, ce n'est pas forcément adéquat, approprié pour tout le monde. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que Jib et Bazel utilisent par défaut Distroless, mais vous pouvez choisir une autre image de base. Si vous utilisez OpenJDK avec Jib, vous pouvez le faire, bien sûr. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup. Merci. N'hésitez pas à venir me voir et me poser des questions après à ce moment-là.